est là ce soir pour parler, pour un after work, comme on dit, pour parler du trail et surtout, bien évidemment, de la manière d'utiliser un trail et notamment en off-road. Alors vous savez peut-être, j'imagine même sûrement que le trail est un genre aujourd'hui qui est en expansion assez forte. Il suffit de regarder comment est le marché. Beaucoup de trails sont vendus, c'est lié à plusieurs facteurs. Un, la disparition des motos très routières, comme il pouvait y avoir encore il y a quelques années. Et puis deux, parce que le trail permet une aventure, et pas qu'une aventure réelle. Parfois, les gens voyagent dans leur tête. Deux invités avec nous. Un connaisseur, Stéphane Bureau, donc du Caudet Vert 38. D'abord, Stéphane, qu'est-ce que c'est que le Caudet Vert? Très rapidement. Alors le Caudet Vert, c'est un collectif de défense des loisirs verts. Les gens qui sont dans notre association partent du marcheur et vont jusqu'au conducteur de 4x4 et avec tous les véhicules motorisés qu'on peut imaginer. Et puis le Caudet Vert, la problématique, c'est surtout la sauvegarde des chemins parce que c'est l'endroit où on a nos loisirs et ils sont menacés. On va en parler ce soir. Et puis, c'est aussi informer et défendre nos usagers. Alors j'ai manqué à tous mes devoirs parce que j'aurais dû commencer par Nathalie, en fait, non, désolé. Ça me va bien. Nathalie, Nathalie Duplan, tu es guide professionnel, entre guillemets. Oui. Tu as une entreprise qui s'appelle Nat Guide VTM. Nat Guide VTM. VTM, ça veut dire quoi? Alors, véhicule terrestre à moteur. J'utilise cette société depuis 2018. D'accord. Voilà, c'est comme un guide de montagne. Quand on prend un guide où on va dans des régions où on ne connaît pas, on suit la personne avec des endroits autorisés, cadastrés. Et voilà. Bon, bah, très bien, on va en parler, on va pouvoir développer tout ça. Vous êtes basée où, Nathalie? Alors, je suis basée dans le Beaujolais, à Lyon. Ah, d'accord. Lyon, Paul-les-Mieux, juste à côté, et sinon dans le nord de Lyon, dans le Beaujolais. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir quand on avait commencé il y a quelques semaines à préparer. On a fait une petite visio à trois, on a discuté pour préparer cette soirée. Il y a un regain aujourd'hui d'intérêt pour la balade en off-road. C'est un bon point. On verra qu'après, il y a peut-être des points qui sont un peu moins marrants, entre guillemets. Pourquoi il y a un regain d'intérêt pour ces balades? Il y a un gros intérêt vers l'aventure, quoi, hein, et les gens veulent faire leur aventure directement chez eux. Et avec le Covid, il y a eu une explosion d'une envie d'aller vers la nature. Est-ce qu'on peut dire aussi que le fait qu'il y ait de plus en plus de contraintes pour rouler sur la route, hein, ça c'est pas nouveau, mais ça s'amplifie aujourd'hui, est-ce que c'est un facteur qui joue effectivement sur le fait que les gens aient envie d'aller dans la nature? Oui, tout à fait. Et surtout, les gens pensent que aller dans la nature, c'est véritablement la liberté, comparé à tout ce que l'on fait sur la route, avec les contraintes que l'on a. On dit, on va véritablement souffler et s'échapper des contraintes en allant dans la nature. Alors Nathalie, dans le cadre de votre activité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater? Qu'est-ce que viennent chercher vos clients alors? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent, quand ils s'inscrivent sur votre site internet? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors souvent, moi, c'est des débutants, c'est des gens qui viennent d'acheter une moto neuve dans une concession et ils me disent, voilà, j'aimerais bien la prendre en main pour éviter de la faire tomber. Et du coup, un stage, ça leur permet de prendre confiance en eux. Mais c'est surtout pour partager un bon moment. C'est comme si on partait en vacances avec des potes et on est tous ensemble. On part dans le Beaujolais, on passe une bonne journée tous ensemble, on suit le guide. Et puis on n'a plus à se soucier si c'est interdit, pas interdit, parce qu'en fait, je m'occupe de tout. Alors, comme le disait Stéphane il y a quelques instants, c'est la liberté, hein, d'une certaine manière. Ce que vous dites, ça confirme. Alors, qui dit liberté, ok, c'est très bien la liberté, mais pour autant, il ne faut pas que les choses se transforment en une espèce de défouloir, puisque la nature, vous le savez sans doute aussi bien que nous, et vous allez le confirmer très certainement, la nature appartient entre guillemets à tout le monde. C'est assez compliqué. Il y a des gens qui vivent dans la nature, il y a des gens qui travaillent dans la nature, et il est hors de question, a priori, même si on a envie de liberté, et notamment au sortir du Covid, il est hors de question d'en faire finalement un défouloir, non, Stéphane? Il faut savoir que chaque mètre carré de nature en France appartient à quelqu'un. Que ce soit la commune, que ce soit le département, que ce soit l'État, que ce soit des propriétaires privés. On a l'autorisation ou on est toléré de pouvoir circuler dans cet espace et il faut véritablement bien le savoir. D'ailleurs, pour fixer un peu les choses, tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas, je m'en doutais un peu, mais pas dans cette proportion. 72% des forêts françaises sont privées.
par exemple. Tout à fait. C'est les 3/4 des forêts françaises sont finalement privées, contrairement à ce que peut-être la plupart d'entre nous pensent. Tout à fait. Il faut savoir que cette nature, elle est très contrôlée aujourd'hui parce qu'on a un souci concernant l'environnement, on est extrêmement sensible à l'environnement, on a des écologistes, on a des gens qui veulent protéger cet environnement. Et donc, chaque chose que l'on fait dans la nature est véritablement extrêmement contrôlée. Et puis, on a toujours l'impression, on prend un chemin, il n'y a jamais personne. Mais il faut comprendre qu'il y a énormément de gens qui circulent, qui sont dans cette nature. Il n'y a pas de très grandes forêts qui appartiennent à une personne, mais chacun a son petit lopin, sa petite parcelle de forêt. Et c'est ça qui est intéressant. Je crois qu'en Isère, il y a 92 000 propriétaires de forêt rien qu'en Isère. C'est quand même énorme. D'accord. Alors la première question qui se pose, qui est absolument primordiale quand on a décidé de rouler, tiens j'ai envie de prendre mon trail, je vais aller rouler dans la nature, c'est de savoir où rouler. Justement, où est-ce qu'on peut rouler dans la nature? Est-ce qu'on peut finalement rouler partout? On peut rouler dans la nature sur les chemins uniquement. Depuis la loi de l'environnement de 1991, la loi Lalonde, eh bien, ce qu'on appelle le hors-piste est totalement interdit. On ne peut pas traverser un champ, traverser une forêt en dehors des chemins existants. C'est totalement interdit. Est-ce qu'il y a des endroits strictement interdits? Alors bien sûr, mais on a les espaces Natura 2000, on a les réserves naturelles, on a tout un certain nombre d'espaces, les parcs naturels régionaux, hein, le Vercors et la Chartreuse. Vous avez des espaces publics, hein, qui sont les espaces appartenant à la commune, et donc ces espaces à vocation publique, il faut respecter le code de la route, comme sur les routes goudronnées. Ben, sur les chemins de terre, c'est pareil, on a un code de la route qu'il faut respecter, qui est exactement le même. La signalisation est exactement la même, hein, et après, il y a les espaces privés, où là, les propriétaires tolèrent le passage. Mais ils peuvent vous interdire le passage aussi, ils sont chez eux. Hein. Y compris, on y viendra peut-être un tout petit peu tout à l'heure, y compris par des moyens qui peuvent être particulièrement dangereux pour la sécurité. On y reviendra tout à l'heure des utilisateurs. Tout à fait. Voilà. Là encore, il y a une nouvelle loi qui est parue en 2023, qui est la loi contre les engrillagements, hein, puisque l'État voulait, pour permettre la circulation de la faune, supprimer les engrillagements des parcelles pour permettre à la faune de circuler dans la nature, quoi, hein. Mais elle a donné en contrepartie l'autorisation aux propriétaires de mettre des panneaux d'interdiction. Et finalement, on a maintenant de plus en plus de propriétaires qui ferment leur propriété. Et donc, vous n'avez pas le droit d'y aller non seulement en véhicule motorisé, mais également à pied. Alors concrètement, moi demain je décide d'aller rouler, demain dans les, je sais pas, dans les monts du Lyonnais, peu importe. Comment je fais concrètement pour savoir si je peux rouler dans des chemins que j'ai prévu d'emprunter, vers qui il faut que je me tourne, la mairie, est-ce qu'il faut que je consulte le cadastre, comment on fait dans ces cas-là? Il existe un très très grand nombre de chemins. On a des chemins, les voies vertes, on a les chemins d'allage, on a les chemins, les routes forestières, on a les sentiers piétonniers. Tous ces endroits-là sont strictement interdits à la circulation des véhicules motorisés. Donc qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, ce sont les chemins ruraux. Les chemins ruraux, ce sont des chemins appartenant à la commune, ils font partie du domaine privé de la commune, mais ils sont à vocation publique. Ces chemins sont véritablement notre cœur de cible, puisque, je dirais, ce sont des chemins publics. Et un chemin public, il est ouvert à tous, et ce qui veut dire que n'importe qui peut effectivement, à partir du moment où il suit les règles du code de la route, eh bien, il peut circuler avec n'importe quel véhicule. Nathalie, comment vous faites pour tracer une randonnée, pour justement proposer une randonnée aux gens qui vont venir rouler avec vous? Comment ça se passe? Comment vous faites? Alors déjà, je prépare ma trace sur mon ordi. Et il y a plusieurs sites gratuits ou payants. Ouais. Moi, j'utilise VisuGPX. VisuGPX, où en fait, on a les cartes, cartographie cadastrale et en même temps IGN. Cela me permet en fait de bien vérifier si c'est cadastré avant d'utiliser ce chemin.
Et ensuite, après, j'appelle les communes de ma région parce que c'est vrai que je veux pas passer tous les week-ends au même endroit et si j'ai des problèmes ou s'il y a un accident derrière, de permettre d'avoir une bonne confiance avec les gens du coin. Et je travaille aussi avec l'ONF où chaque année, ils viennent avec moi pour valider mes parcours. Et ça me permet en fait d'apprendre, on apprend toujours de toute façon, on n'est pas... Il y a de l'évolution, il y a des chemins qui se ferment, des chemins qui s'ouvrent et ça permet de... Ce que je comprends dans vos propos aussi, c'est qu'il est absolument primordial d'entretenir des bonnes relations avec les acteurs locaux. Tout à fait. Ça, même c'est avec absolument on est primordial. obligé, même avec les marcheurs, avec les gens du coin, il faut vraiment être irréprochable. D'accord. Alors une fois qu'on a déterminé, oui, pardon. J'aurais quand même Bien sûr, rajouté oui, un vas-y, petit point, rajoute, parce que Stéphane. là, tu vas parler du cadastre. Je pense qu'il faut parler effectivement de cet outil qui est un outil extrêmement important. Le cadastre, c'est un outil foncier qui est utilisé pour les communes pour effectivement distribuer les taxes foncières sur les fameuses parcelles. Comme on paye nos taxes, il y a aussi, c'est la même chose pour payer à la commune les taxes. L'intérêt du cadastre, c'est que entre ces parcelles, eh bien, on peut effectivement voir où sont les chemins. Ce qui nous permet de pouvoir faire une distinction entre les chemins publics, qui sont les fameux chemins ruraux, qui appartiennent à la commune et qui sont situés entre les parcelles, et les chemins privés, qui sont des chemins qu'on appelle généralement les chemins noirs, les fameux tirets noirs sur les cartes IGN, qui effectivement ne sont pas cadastrés, c'est-à-dire on n'y a pas effectivement de repères visuels sur ce chemin, ils sont parfois mentionnés et parfois on voit très bien que ces chemins traversent des parcelles et à partir du moment où ils traversent une parcelle, il appartient à la parcelle et donc on voit véritablement que c'est un chemin privé et c'est ce qui nous permet de faire la différence entre ce type de chemin. Comment on trouve le cadastre? C'est simple? Vers quoi se tourner pour justement consulter le cadastre? Alors avant c'était Géoportail, maintenant c'est carte IGN. D'accord. Et en fait, tu as les cartographies, c'est gratuit. Ouais. Et on est localisé directement, c'est-à-dire quand on va dans un chemin, moi des fois je vérifie sur ma trace, sur mon ordi, mais là tu es localisé en direct. Du coup, tu peux voir, pendant la randonnée, on peut si tu voir. mets localisation en direct, tu peux voir directement si le chemin est cadastré ou pas. Et alors, parce que je n'ai jamais utilisé un cadastre, donc visuellement c'est quand même très explicite, on voit tout de suite. Un chemin rural, c'est très simple, puisqu'on voit la limite des parcelles, et entre les limites des parcelles, on voit qu'il y a un espace, et ce qui nous permet effectivement de voir que c'est un chemin rural. Alors une fois qu'on a déterminé son parcours, qu'on a bien consulté éventuellement tous les documents qui permettent de faire un parcours entre guillemets dans les règles, quels sont les conseils, quelles sont les règles à respecter impérativement quand on veut rouler sereinement dans la nature? Ce qui est important, c'est que on peut sortir seul, mais c'est pas conseillé. Pour des raisons de sécurité, sans Pour des doute. raisons de sécurité, on peut casser parce qu'on peut tomber, on tombe assez facilement sur les chemins, ou alors effectivement choisir un guide, puisque le guide est garant non seulement des règles à respecter pour effectivement circuler sur les chemins, mais également des autorisations nécessaires pour pouvoir traverser la nature. Alors, on a parlé de la façon de programmer finalement ou de faire ces traces. On a parlé des chemins. Avec votre expérience, que ce soit l'un ou à l'autre en chemin, comment ça se passe avec les autres entités, que ce soit les piétons, les cyclistes, choses comme ça? Est-ce que ça se passe bien dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a des frictions régulièrement ou... Moi, j'ai la chance, déjà, on limite notre vitesse. On arrive doucement quand on arrive devant des marcheurs, on enlève notre casque, on discute avec eux, ça se passe toujours bien, normalement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément dans des orgas où des fois où ça roule vite, où les gens jettent des cailloux sur l'un ou sur l'autre. C'est vrai que on ne donne pas une bonne image de nous-mêmes en tant que motards. Dans la plupart, c'est vrai qu'ils sont surpris de nous voir, certains. Ils nous disent mais vous avez rien à faire ici, mais si on a tous le droit de passer. Et on s'impose de passer, de pas dire non, je vais faire demi-tour. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. D'accord. Dans ma région. Après, je ne connais pas les autres régions. Stéphane? Moi, d'une manière générale, et je circule au moins une fois par semaine dans les chemins, je dois dire que j'ai généralement aucun souci. C'est vrai que parfois,
Il y a des gens qui sont surpris de nous voir et qui pensent que c'est interdit. Donc, d'une manière générale, moi, je m'arrête, je discute avec les gens parce que je suis là en loisir. Donc, je prends le temps parce que les gens qui sont là, ils ont autant le droit que moi de circuler et moi de circuler également. Donc, il faut s'expliquer et donc je passe du temps à expliquer aux personnes que, effectivement, on circule. Mais c'est vrai que quand je suis sur un chemin, je vois une personne à 200 mètres, je m'arrête, elle me voit, je m'arrête. Elle a le temps de rattraper son chien et tout ça. J'arrive tout doucement à sa hauteur, je lui dis bonjour. La personne me fait un sourire en me disant: «Ah, c'est super sympa de s'être arrêté». C'est un domaine public, c'est pas là pour faire de la compétition. On n'est pas au Maroc en train de faire un rallye. Hein, il faut que les gens comprennent que c'est un chemin ouvert, que le prochain chemin, dans la courbe, dans un virage qu'on ne voit pas, il y a peut-être une personne avec un gamin qui est en train de courir. Il faut penser à ça et respecter les autres. Et à partir du moment où on respecte les autres, eh bien finalement, ça se passe très bien. Donc il faut toujours avoir ça dans l'idée. Vous l'avez cité, c'est idéal finalement d'avoir ce comportement, mais j'imagine, et on le sait tous, grosso modo, que tout le monde n'a pas ce comportement malheureusement dans les chemins. Il y a des gens qui se sentent en terrain conquis et ainsi de suite. Et quand nous avons discuté encore une fois pour préparer cette émission, donc là on a commencé en disant une note optimiste entre guillemets, en disant il y a de plus en plus de gens qui ont envie. Et d'un autre côté, quand on avait discuté, vous me disiez, Stéphane, finalement l'avenir le futur de la randonnée motorisée, il est peut-être pas aussi clair que ça, voire il est même peut-être sombre. Pourquoi ? Ah bah, disons que la moto, le quad, tous ces véhicules ont une mauvaise image d'une manière générale, quoi, hein. Et c'est effectivement par notre conduite irréprochable que l'on va pouvoir changer cet état de fait. On fait aussi beaucoup d'éducation, hein, comme aujourd'hui. On fait beaucoup d'éducation pour essayer d'expliquer aux gens que on n'est pas dans un espace vierge, on est dans un espace réglementé. Si on parle répression, il faut savoir que il existe une police de l'environnement, très peu de gens le savent, quoi, hein. On a parlé de l'ONF, hein, l'Office national des forêts. Ces gens-là peuvent également vous verbaliser, mais le moindre garde champêtre peut vous verbaliser également. Et tous ces agents peuvent vous verbaliser à partir du moment où vous circulez hors des limites et hors des règles. Mais il y a un fléau aujourd'hui qui touche la moto routière, c'est le bruit, la problématique du bruit. On sait que c'est prégnant puisque de plus en plus d'interdictions sont liées au bruit. Il y a des endroits où on interdit maintenant de pouvoir rouler sur des routes à cause du bruit. Les dernières informations, les dernières demandes, notamment pour le contrôle technique, vous savez, des associations dites écologistes ont argué du fait essentiellement que les motos faisaient du bruit, hein, ce qui est faux, mais certains font du bruit, c'est une évidence. Ça, c'est le défi premier, sans doute, pour l'avenir de la randonnée motorisée. Oui, mais enfin maintenant, on commence à voir les motos électriques qui arrivent et ça va changer la donne. Aujourd'hui, la loi est formelle, les véhicules terrestres motorisés, les VTM, sont les véhicules à moteur, ne fait pas la distinction entre les moteurs thermiques et les moteurs électriques aujourd'hui, hein. Alors c'est d'autant plus important de faire attention à ça, on l'a évoqué en aparté tout à l'heure, c'est que éventuellement certaines personnes peuvent être particulièrement énervées, pas que par le bruit, d'ailleurs il y a des gens qui sont de très mauvaise foi, qui barrent un chemin parce qu'ils ont envie éventuellement de se l'accaparer. Et il faut savoir aussi que de plus en plus, il existe des gens qui mettent des pièges dans les chemins, hein. Et bien, depuis fin 2004, 11 décès et 61 personnes sont mortes et 61 personnes ont été blessées par des pièges dans les chemins. Donc ce n'est pas anodin non plus, hein. C'est une folie de mettre un piège. Il y a des pièges, le plus classique, c'est effectivement la chaîne en travers d'un chemin, la corde. Il y a des gens aussi qui mettent des pointes acérées sur une planchette, un peu comme on faisait, on en discutait tout à l'heure pendant la guerre du Vietnam, donc des pointes qui peuvent blesser, voire tuer. Donc il faut effectivement être entre guillemets irréprochable parce qu'il y a malheureusement des gens aussi qui se saisissent de ce genre de prétexte pour mettre en danger les choses. Nathalie, je voudrais revenir un peu sur votre activité. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'avoir des gens dans vos randonnées qui font n'importe quoi ? Dans l'ensemble, ça reste des gens qui ont envie de voyager, qui ont envie de partager un bon moment et de faire de la moto pour voyager et partir loin. Du coup, c'est pas des gens qui veulent faire de la motocross, hein, c'est pas du tout la même discipline ou de l'enduro.
D'accord. Sincèrement, je n'ai pas d'image encore. D'accord. Bon, De tant mieux. personnes- D'une certaine manière, oui. c'est plutôt une bonne nouvelle. Stéphane, le Code des Verts, quelle est son action pour sensibiliser les gens à cette nécessité finalement de comprendre que on est tous les bienvenus sans exception, mais qu'il faut aussi parfois se polisser entre guillemets un petit peu? Disons qu'on a édité les 10 conseils du Code des Verts pour la conduite. Hein. Alors, Voilà. je vois que tu les as. J'ai bien bossé. Voilà, Hein. tu as bien imprimé. Hein. Donc, ça va effectivement. Tous ces conseils sont des conseils, je dirais, qui vont du bon sens, quoi. Hein. Et il faut que les gens y comprennent, surtout que ce qu'on disait au début, hein, que c'est pas un espace de liberté, c'est un espace réglementé, et qu'il faut suivre ces règles pour que tous ensemble, on puisse continuer à profiter de ces environnements, quoi. Une dernière chose, si on veut savoir, on veut participer à une randonnée, c'est quoi votre site, Nathalie? Alors, c'est natguidevtm.fr. Stéphane, même question, le Code des Verts, quand on veut savoir, Codevert.fr, tout simplement. c'est très simple. C'est un site, il y a plein de choses, hein, je vous encourage à y aller, c'est parfois un peu touffu, mais quand on cherche bien, on trouve ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, et puis alors moi je suis désolé, je vais faire ma petite crémière. Je vais vous présenter en avant-première le numéro hors série spécial trail de Moto Magazine qui va paraître mi-août. Donc voilà, avec un méga comparatif de trail 18 trails, donc 9 mid-size, donc moyenne cylindrée, et 9 gros trails qui ont été testés pendant plusieurs jours, notamment sur le tracé de la Ferté-Gaucher en région parisienne. Donc n'hésitez pas, c'est un énorme boulot qui a été fait, c'est très informatif. Il y a aussi quelque chose qui concerne le Hard Défi Tour, hein, qui est une randonnée un peu extrême. Voilà. Je voulais remercier aussi la Mutuelle des Motards, le bureau de Limonest, je ne sais pas si on dit Limonest ou Limonest, désolé, pour son accueil et pour cette soirée qui me semble intéressante, moi en tout cas qui m'a appris plein de choses. Et puis vous allez pouvoir travailler maintenant avec Stéphane Bureau, qui va vous faire des petits ateliers pratiques. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus pour cette soirée. Et c'est pas là qu'il faut respecter. Les zones naturelles, on en a parlé. En Isère et en Bure, par exemple. Finalement, quand vous regardez votre conseil municipal, le panneau vert, j'essaye de mettre en place le panneau partageons les chemins, et j'essaye que les communes